Donc bonjour à tous et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good pour cette table ronde autour de la charge mentale. Alors juste un petit résumé sur l'événement Feel Good, c'est un événement gratuit qui nous rassemble autour du bien-être en famille. Et au programme de cet événement qui va durer sur une quinzaine de jours, on va retrouver des spécialistes qui ont été triés sur le volet pour vous proposer des contenus gratuits et des solutions concrètes pour répondre aux petits tracas du quotidien et en même temps apporter un grain de folie, des moments cocooning et du fun. Donc attendez-vous à être surpris pendant cette quinzaine de jours. Moi aujourd'hui je m'appelle donc Mickaël Génaud, je suis papa de deux petites filles de 5 ans et 1 an pour la seconde. Et j'apporte ma contribution aujourd'hui pour animer cette table ronde et puis pour aider les co-organisatrices de l'événement que sont Graziella Joff de la ludothèque Récréageux de la Phare des Oliviers, Estelle Julien de la société Guépard qui fait du conseil en communication et Céline Zemanski qui accompagne les personnes qui ont des enfants avec à haut potentiel. Donc nous voici réunis aujourd'hui pour cette thématique lâcher prise et alléger sa charge mentale. Et avec nous sont présentes aujourd'hui 6 personnes. Alors que je vais laisser se présenter. Donc pour commencer, Ariane Joutard, qui est cofondatrice Tattoo Kid. Ariane, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc moi, je suis maman de 2 adolescentes de 13 et 15 ans et également du coup la fondatrice de la plateforme Atou Kids, une plateforme qui propose aux parents des services de santé, bien-être, parentalité et de garde d'enfants par des professionnels, avec aussi des éditoriaux et une bibliothèque. Et auparavant, j'avais créé une crèche, donc plusieurs crèches d'ailleurs. Donc, je travaille avec les enfants depuis une dizaine d'années maintenant. Merci Ariane. Ensuite, je vais passer la parole à Aude de Villaroche, psychologue et créatrice de Soignants dans le monde. Oui, alors bonjour, donc je suis Aude de Villerocher, en fait, c'est pas très grave. De Villerocher. Pas de souci. Donc en effet, j'ai créé Soignants dans le monde, qui est un réseau de professionnels francophones exerçant en ligne. À la base, c'était lié à mon expérience de personnes expatriées. Je suis psychologue moi-même et j'ai vu qu'on avait un besoin fort quand on était à l'étranger de réseau et d'échange avec des professionnels. Et je suis là aussi en tant que psychologue pour accompagner beaucoup d'enfants et tout ça m'a été aussi enrichi. J'ai été enrichie par le fait que je suis maman de 4 grands garçons. Merci beaucoup Aude. Je passe la main à Caroline Moulinet, créatrice de Radiance Partner et experte du bonheur en famille et auteure. Exactement, merci beaucoup. Alors effectivement, moi je suis maman aussi, j'habite Londres comme je disais, et je suis maman de 4 enfants. J'ai eu 4 enfants en 4 ans qui ont maintenant entre 9 et 5 ans, donc plutôt un peu plus jeunes pour moi. Et en fait, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie cosmétique avant de lancer Radiance pour accompagner les mamans à vraiment s'épanouir et se réaliser pleinement dans leur rôle de maman. Et voilà, donc j'utilise cette expérience professionnelle que j'ai eue en manageant des équipes, en essayant justement de motiver chacun, de trouver ce qui lui convient selon sa propre spécificité, parce que voilà, je travaille aussi à l'international. Et évidemment, ma casquette de maman est vécue de l'intérieur. Et je me suis vraiment passionnée pour ce sujet de l'éducation. Donc, je suis revenue aussi à des courants des années 60, 70, 80, enfin, comment toute cette évolution de l'éducation s'est passée, et ce qui m'a amenée à écrire Attends et regarde, qui est donc un outil pour les mamans pour apprendre à avoir une plus saine autorité et trouver la joie dans chaque journée. Merci beaucoup Caroline. Ensuite, du coup, je passe la main à Claire Pelletier, qui est psychopédagogue et consultante dans l'intégration des réflexes archaïques. Très bien, merci Mickaël. Bonjour à tous. Donc en effet, je m'appelle Claire Pelletier. Je suis maman de 3 garçons, 9, 12 et 15 ans. J'ai des points communs avec différentes intervenantes puisque moi aussi j'ai créé des crèches, des micro-crèches particulièrement. Voilà. Et puis forte de cette expérience, j'ai pu observer beaucoup de choses sur le terrain, on appelle ça comme ça, voilà, dans le milieu.
J'ai souhaité accompagner les enfants de façon plus individuelle ensuite et ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Quand j'ai rencontré en effet les réflexes archaïques et leur intégration qui pouvaient répondre en effet à des problématiques autant corporelles, émotionnelles que dans les différences d'apprentissage. Voilà. Merci beaucoup Claire. Et enfin, Florence Meyer, qui est présidente et fondatrice de l'association COCAC. Alors, c'est l'association COCA, bonjour à tous. Donc, c'est l'association COCA qui s'est orientée plutôt vers l'adolescence suite à mon expérience de maman solo avec 2 adolescentes. Et donc, nous nous intéressons particulièrement avec d'autres intervenants de l'association, donc à la communication parents-adolescents, à la scolarité et surtout les apprentissages, ce qui est plus général, et puis également à l'orientation, mais plus dans le sens orientation de vie. Donc voilà, le qu'est-ce que je veux faire plus tard et qui reste souvent très très longtemps sans réponse. Donc effectivement, COCA s'intéresse à la parentalité au moment de l'adolescence, aussi bien pour les parents que pour les adolescents. Voilà. Merci beaucoup Florence. Donc, du coup, je vous propose de commencer avec la première question qui nous a été posée des parents autour du sujet. C'est bien beau le lâcher prise, mais si je lâche prise, la baraque dérive, que ce soit mon fils ou les tâches ménagères, du coup, comment faire? Alors, je propose à Aude de prendre la parole sur ce sujet. Ok, volontiers. Alors, c'est vrai que ma première réaction, c'est d'interroger sur comment on définit le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire mettre des priorités, organiser plus ses besoins. Et puis, surtout, pour arriver à ça, en fait, il faut passer par une question essentielle qui est de savoir pourquoi est-ce qu'on attend telle ou telle chose de l'enfant. Est-ce que c'est pour son bien-être? Est-ce que c'est pour prouver à quelqu'un ou à soi-même ou à ses parents qu'on est un super parent? Et souvent de réfléchir à ce qui motive notre niveau d'exigence, ça permet de baisser ce niveau d'exigence. Et puis une fois de plus, on va en reparler, mais lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire mettre de la perspective. Très bien, merci. Du coup, je pense que Claire, tu vas pouvoir compléter un petit peu aussi ce que nous a dit Aude. Oui, bien sûr. Alors, je partage complètement, en effet, les propos de Aude. Je vais y rajouter mon œil plus corporel, on va dire. Voilà, mon analyse du lâcher-prise, c'est pour moi, en fait, faire référence aussi à nos peurs. Pourquoi on a peur comme ça de lâcher prise? Ça nous évoque quoi? Et c'est toujours très intéressant d'aller d'abord regarder en effet les peurs des parents sans jugement, hein, juste en termes d'observation, parce que ces peurs sont plus très souvent voilà, de notre cerveau archaïque, et ça va être un peu notre alarme qui va sonner à l'intérieur de nous quand on est confronté à une situation en effet où on ne sait pas trop comment faire. Et c'est juste naturel, mais on a notre instinct comme ça de survie qui va se mettre à biper. Et j'interroge toujours voilà, sur le fait de le lâcher prise, en effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de mes peurs? Et si moi, adulte, je réfléchis sur mes peurs, eh bien, je vais pouvoir essayer de les calmer. Alors, avec différentes techniques, différentes méthodes, différentes approches. Moi, bien évidemment, je vais commencer par la base, c'est-à-dire l'approche voilà, du corps. Et puis, avec cette approche du corps, on va aussi missionner quelque part les neurones miroirs pour que le calme de l'adulte se transfère aussi un peu automatiquement chez l'enfant. Voilà. Merci pour ce complément. Ariane, je pense que tu peux aussi rajouter certaines choses par rapport à ce que tu as pu faire comme retour précédemment. Oui, tout à fait. Alors, lâcher prise ne veut pas dire être absent. Lâcher prise veut simplement dire avoir une attitude et un comportement qui fait que des événements qui ne correspondent pas tout à fait à nos attentes ne créent pas
des émotions fortes du type colère, frustration ou autre. Donc, on peut évidemment lâcher prise en étant présent, en soutenant son enfant. Et la meilleure manière de lâcher prise, surtout, c'est de pouvoir prendre du recul et de s'accorder des petits temps pour soi. Évidemment, en fonction de l'âge de ses enfants, en fonction de son organisation personnelle et professionnelle, qui peuvent être des temps de quelques minutes ou un petit peu plus longs, si c'est possible, dans l'organisation de la vie de famille, pour ne jamais s'oublier. Et quand on revient, du coup, on est plus fort et plus prêt à s'ouvrir et éventuellement à modifier nos modes de vie, en fait. Tout à fait. Et du coup, alors il y a une autre question du coup qui vient après sur un petit peu qui enchaîne dessus. C'est comment prioriser les sollicitations de chacun quand elles semblent toutes importantes, tout en sachant qu'il faudra se garder un instant de répit mais ce répit, nous ne l'avons jamais en fait. Florence, est-ce que tu aurais des conseils, des choses à nous donner, à apporter par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est d'éviter justement de donner des conseils dans la mesure où chaque personne est unique et que chaque personne a une possibilité de réaction. Et pour rebondir sur le lâcher-prise de tout à l'heure, en fait, on a souvent la perception qu'il n'y a que deux solutions. Et que donc, en l'occurrence, est-ce que je réponds à la sollicitation ou est-ce que je n'y réponds pas? Et l'idée par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, qui était très intéressant dans l'idée justement de prendre du recul, eh bien, c'est prendre du recul pour savoir justement qu'est-ce que cette sollicitation évoque pour moi et moi en tant qu'individu, c'est-à-dire sans aucun jugement, effectivement, ça, je pense que ça fait l'unanimité, et de pouvoir dire, bien voilà, moi, cette sollicitation, qu'est-ce qu'elle évoque pour moi, soit par rapport à mon enfant, soit par rapport à mon contexte, à mon conjoint, etc., etc. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et surtout, donc, si je ne réponds pas à cette sollicitation, qu'est-ce qui va se passer? Donc, peut-être être dans un monde qui fait un petit peu moins peur pour le parent, c'est-à-dire dans l'évocation. J'évoque cette situation dans ma tête, je ne prends pas de risque, je vois ce que ça peut faire. Et du coup, on peut travailler comme ça avec les parents pour qu'ils arrivent à quitter le monde parental des peurs et à accéder au monde adulte, qui est un monde où on peut prendre quelques risques avec du recul. Et justement, du coup, par rapport à ces peurs, etc., il y a aussi le sentiment un peu d'urgence, etc., qui vient. Caroline, est-ce que tu peux nous compléter un petit peu ce qui a été dit? Oui, je me retrouve complètement avec la méthodologie Radiance dans ce qui a été partagé, parce qu'effectivement, souvent les parents, et voilà, avec le lâcher-prise et toutes les sollicitations, on se dit, voilà, il y a la demande de l'un, la demande de l'autre, comment je fais, mon conjoint, mon travail, il y a beaucoup de choses, beaucoup de demandes qui nous sont faites et beaucoup de choses qui reposent sur les épaules des mamans, et ce qui peut être parfois très étouffant et très effrayant. Et je pense qu'effectivement, sur ces peurs, il y a déjà aussi voir ce qui est vraiment urgent et ce qui est important, ce qui n'est pas la même chose en fait. Parce que parfois, il y a des choses qui sont effectivement urgentes. Voilà, si on prend l'exemple d'un petit qui risque de s'ébouillanter, là, il faut réagir tout de suite, évidemment. Et par contre, il y a des choses qui sont importantes à faire. Par exemple, je sais pas, passer du temps avec son ado sur une discussion sur, je sais pas, le tabac, les réseaux sociaux, enfin, des choses qui sont vraiment importantes, mais qui peuvent pas être faites dans l'urgence, où on a vraiment besoin d'avoir un temps dédié, que chacun soit en disposition. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à bien faire la différence entre les deux, la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui est important, pour permettre de prioriser justement les différentes tâches et les faire après tranquillement et chaque chose dans sa journée comme ça vient. Et je rejoins aussi sur la peur, juste pour compléter, où je pense que parfois en tant que parent, on a une espèce de peur de dire oui, mais si je réponds pas à toutes les sollicitations, moi aussi, est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je suis aimable? Est-ce qu'on va m'apprécier? Si j'ai une réunion super importante demain et que mes enfants ont besoin d'aide et que justement ma maman me téléphone, je me dis ah bah zut, il faut que je décroche, il faut que je passe du temps pour elle. Et en fait non, parce que pas forcément. Alors j'ai rien contre les mamans, mais juste pour dire que voilà, on peut pas tout faire et que parfois
voilà, on va pas lui faire de la peine dans cet exemple-là, on va pas forcément où elle gérera sa propre peine, mais voilà, on n'est pas disponible pour elle à ce moment-là. On va commencer peut-être par soit le travail, soit les enfants. On lui téléphonera après. Et cette peur, en fait, de dire, ah, mais je vais peut-être blesser quelqu'un en répondant pas à ses sollicitations, c'est un peu, voilà, une peur qu'on projette de l'autre, en fait. On se dit, mais comment il va percevoir mon refus à cette sollicitation? Et parfois, la personne d'ailleurs en face a aucun problème avec le fait qu'on dise non, et ça peut très bien attendre 2 heures. Donc parfois, on s'enferme aussi nous-mêmes dans ce carcan en disant, oh là là, il faut que je fasse tout de suite maintenant. Et en prenant de la hauteur, on en parlait aussi avant, mais voilà, en prenant de la hauteur et en prenant du recul, on peut remettre en perspective ce qui compte et ce qui est à faire dans l'ordre, pas à pas. Merci beaucoup. Et Ariane, voilà, également, j'allais te donner la parole. Je pense que tu as un point de vue aussi à apporter sur ce sujet un peu pour compléter sur. Voilà, c'est vraiment pour compléter parce que je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Et je pense qu'avec les enfants, quel que soit leur âge, il est surtout important de communiquer. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de ne pas répondre à une sollicitation tout de suite. Par contre, il y a deux choses qui sont importantes. C'est un, de dire à l'enfant qu'on l'a entendu. Et deux, éventuellement lui donner des perspectives. C'est-à-dire lui dire, je ne peux pas te répondre tout de suite. Par contre, on verra ça ce soir, ce week-end, pendant les vacances ou à un horizon, et évidemment se tenir à ses engagements pour que la relation de confiance soit vraiment solide entre l'enfant et le parent, qui du coup acceptera très facilement cette décision parce qu'il sait que à l'horizon que vous lui avez donné, vous lui apporterez une réponse à sa sollicitation. Très bien, merci beaucoup. Justement, alors dans ces sujets-là, après, entre guillemets, des fois, on monte en pression. Et du coup, la prochaine question un peu sur ce sujet-là, c'est comment gérer les émotions de chacun. C'est-à-dire que nos enfants, ils ont tous des âges différents, on est tous des parents différents. Et des fois, on est un peu au bout du bout et on est proche de l'implosion. Faut se battre pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils fassent leurs devoirs, parce qu'ils leur semblent des fois idiots ou inintéressants, sans jamais lâcher, car c'est un peu, voilà, c'est pour leur bien qu'on veut faire ça. Il y a un intérêt, et la cocotte là, va exploser d'un côté comme de l'autre. Et ou alors faut pas ne pas hurler ou est-ce qu'on va exploser de rire. Donc voilà, comment on peut essayer d'avoir des stratégies et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour éviter du coup de froisser et comment gérer ces émotions là. Donc voilà. Est-ce que Claire, tu aurais quelque chose là-dessus à ajouter? Oui, tout à fait. La première chose qui me vient à l'idée, c'est que les émotions, c'est juste normal et heureusement qu'on en a. Voilà, donc il faut savoir les accueillir. Après, en effet, c'est pas toujours facile de les accueillir parce que ça nous renvoie en effet à certains schémas, à une certaine histoire familiale, à notre propre histoire, peut-être dans notre vie utérine, au moment de la naissance, au moment de nos premiers mois. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent aussi trouver racine dans ces premiers mois. Donc voilà, toujours penser aussi que l'émotion, c'est une expression aussi de ce qui se passe dans le corps et inversement, pouvoir accueillir cette émotion, c'est aussi accueillir le symptôme corporel. Voilà. C'est peut-être faire parler l'enfant justement sur ce qu'il ressent. Et à ce moment-là, on va venir, voilà, on va faire un retour, on va dire, à la base et on va se focaliser sur peut-être une tension musculaire, sur un besoin physiologique non assouvi. C'était peut-être un manque de sommeil, peut-être la soif, peut-être la faim, voilà. Accueillir tout, voilà, cette base physiologique ensuite, voilà, pouvoir écouter l'enfant, comprendre aussi son rythme, parce que nous, on a notre regard d'adulte, de parents, avec nos objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs de l'enfant.
Donc, prioriser en effet la communication et essayer de savoir d'où vient cette émotion et quel est le besoin derrière. Voilà. Merci beaucoup. Florence, tu peux compléter, apporter ton regard? Oui, je voulais apporter mon regard parce que l'adolescence, c'est un petit peu différent. Effectivement, quand les enfants sont petits, la colère, la joie, la tristesse, la peur, ce sont des émotions qui sont relativement faciles à identifier, alors qu'au moment de l'adolescence, il n'y a pas d'identification possible aussi simple. Donc tout se mélange avec toutes ces hormones, enfin vraiment, il y a un petit chaos émotionnel qui se produit et c'est assez complexe. Mais l'idée générale et qui peut aider dans le lâcher-prise, c'est que l'histoire de la gestion, c'est un mot qui me gêne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer les émotions des autres. On peut effectivement, comme le disait Claire, les accueillir, mais l'idée, c'est de les renvoyer. Et à chaque fois, c'est la même chose avec la sollicitation. L'idée, c'est quand même de renvoyer l'émotion ou la sollicitation à la personne pour savoir ce qu'elle en ferait. Parce que si effectivement nous sommes donc superwoman ou superman à vouloir gérer les émotions, les sollicitations et les actions des uns et des autres, ben ça finit en burn-out. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir dire par exemple par rapport aux émotions, tiens j'ai l'impression que quand tu dis ça tu es en colère. Tu es en colère après moi, après quelqu'un, par rapport aux sollicitations, c'est la même chose. Tu me sollicites par rapport à ce travail, mais finalement, qu'est-ce que je peux t'apporter de plus que toi? Qu'est-ce qu'il te manque pour pouvoir avancer? Et l'idée de replacer l'enfant ou l'adolescent, puisque moi je parle surtout par rapport à l'adolescent, face à la possibilité qu'il soit donc en confiance et qu'il puisse faire quelque chose, ça évite justement l'idée qu'il n'est pas puissant. Il faut absolument que l'enfant ou que l'adolescent se sente puissant dans son action. Et ça, je pense que renvoyer nos émotions à nous, de peur, etc., vers l'enfant pour qu'il puisse agir, alors on le rend puissant et ça évite cette envie de vouloir tout diriger et de tout commander. Merci beaucoup, Florence. Aude, est-ce que tu aurais des petites méthodes et petites astuces? Je voulais rajouter quelque chose parce que là, on a parlé du comment parler l'émotion. Le problème, je me souviens très bien, enfin, bien sûr, quand les enfants sont très jeunes, c'est pas la première chose qui vient. Donc, moi, je préconise la capacité à s'isoler quand on sent qu'on va déborder parce que c'est quand même une bonne économie sur l'avenir, sur la culpabilité, sur se dire j'aurais pas dû réagir comme ça, etc. Donc, c'est une astuce, mais elle fait ses preuves. Et puis l'autre chose, j'accorde pas mal d'importance au ton de la voix. Et parfois, si un enfant ou un adolescent, c'est encore plus vrai, pour un adolescent, vous demande quelque chose en criant, vous pouvez juste vous tourner vers lui en lui demandant de répéter la même demande sur un autre ton, jusqu'à ce que le ton émis soit acceptable et généralement plus doux, et du coup, en fait, la colère ou l'agacement a baissé aussi. Donc ça, c'est assez efficace. Et bien entendu, en lui posant la question sans crier soi-même, il y a vraiment une accordance de ton qui va se faire entre les deux personnes. Et puis, l'autre chose, tu parlais d'astuces. Je pense aussi quelquefois, on est d'autant plus tendu qu'on a une journée assez dure. Et ça va être l'enfant qui va arriver là avec son petit problème d'enfant, qui va être celui qui va créer la décharge, en fait. Donc là, c'est en tant qu'adulte, on est quand même responsable de la façon dont on gère notre trop-plein à nous. Et voilà, et là aussi, on peut se dire, avant d'aller chercher à l'école, je fais un tour du pâté de maison pour me détendre ou je prends mon thé. Enfin, voilà, chacun en fonction de son mode de vie. Mais je crois que c'est important de créer ces laps de temps et de ne pas être toujours dans l'urgence. Ça permet aussi d'être moins dans l'agacement, l'énervement et les colères trop fortes qui peuvent sortir. Merci. Justement, on vient ça revient un petit peu à la prochaine question qui était comment mieux appliquer le lâcher-prise. Alors, la question vient pour différentes tranches d'âge. Je pense que c'est des parents qui avaient, pour les petits, environ 8 ans et les ados 14-17, comment on peut essayer d'appliquer un lâcher-prise et puis voilà pour les parents aussi, comment ils peuvent arriver à
à essayer d'appliquer ce principe de lâcher prise et libérer les tensions. Ariane, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on met aussi en place en crèche. Pourtant, avec des professionnels, donc des personnes qui sont, dont c'est le métier, qui ont été formées, et dont c'est l'histoire de s'occuper d'enfants. Et même ces personnes-là, de temps en temps, peuvent se dire que là, elles vont craquer parce qu'il y a eu trop de bruit aujourd'hui, parce que trop d'excitation. Voilà. Et en fait, moi, dans mes crèches, on disait tout le temps aux personnes, passez le relais. C'est-à-dire que si à un moment, avec un enfant, vous n'arrivez plus à communiquer, passez le relais à une collègue. Et je pense que cette technique peut tout à fait se faire en famille, avec son conjoint, avec d'autres membres de la famille, avec un grand frère, une grande sœur. Quelquefois, on arrive vraiment au bout de ses limites, et il vaut mieux passer le relais parce que de toute façon, ça va mal se terminer sinon. Parce que quand la communication est coupée, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier conseil, c'est passer le relais. Si vous êtes seul, il y a aussi des professionnels qui sont là pour vous accompagner. Il y en a certaines autour de la table là. Et après, je pense qu'il faut aussi bien se connaître. C'est-à-dire qu'on a tous des manières de communiquer avec notre enfant. Qui sont liées à notre histoire, à notre expérience, comme vous disiez aussi, au jour J, à ce qu'on a vécu soi-même dans la journée. Mais quand on se connaît, on peut aussi anticiper justement des réactions, savoir à quel moment ça va être compliqué pour nous, et du coup, organiser ces moments. Voilà, typiquement le moment du bain, le soir. Si un jour on sent qu'on n'est pas capable parce qu'on est trop fatigué soi-même, stressé ou pas disponible, il faut trouver une autre solution, quitte à se dire que quelquefois, il faut même mieux sauter le bain, par exemple, plutôt que ce soit un moment de conflit avec son enfant. C'est pas très grave, il prendra sa douche demain, ça n'a aucune importance. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, Caroline, je voulais te passer la parole aussi sur ce sujet-là. Oui, en fait, je pense que faut aussi voir comment on définit son propre cadre. Et en tant que parent, parfois, on se met des contraintes parce qu'on se dit que si on est un bon parent, il va falloir que justement ils aient pris leur bain à 18h pile, qu'ils soient tous bien coiffés et qu'ils se tiennent bien à table. Et je pense que c'est bien, mais il faut aussi savoir prioriser pour sa propre famille et qui on est dans sa propre famille et qu'est-ce qu'on veut façonner comme famille et comme quotidien. Quel est le cadre qui nous correspond à nous en se libérant justement de ce qu'on a connu nous en étant plus jeunes, de ce qu'on a reçu à l'école, de ce qu'on projette comme étant la famille idéale. Et que du coup, avec des petits, je pense que c'est quand même important qu'ils aient un cadre très clair parce qu'en fait, c'est un côté reposant. En fait, on peut dire oh là là, mais c'est étouffant. Mais en fait, d'avoir une routine et un cadre assez clair, il y a des choses qui vont se faire tout seuls. Et qu'au bout d'un moment, les enfants, ils vont avoir intégré. Et je pense notamment, voilà, on parlait là du bain, mais en plus, quand ils savent, par exemple, que une fois qu'ils ont dîné, ils vont se laver les dents, ils vont lire 2 histoires et qu'après, ce sera l'heure de dormir, ça évite que tous les soirs, il y ait cette question de ah oui, mais alors là, est-ce qu'on lit encore une fois ou est-ce que je me relève? Enfin, quand il y a des choses qui sont ancrées, et en fait, il n'y a même pas besoin de crier, il n'y a même pas besoin de s'énerver, parce que c'est non, tu sais, on dîne, on se lave les dents, on lit 2 histoires et ensuite on éteint la lumière et la nuit commence. Et je pense qu'il y a des choses voilà, comme ça qui peuvent se mettre en place de façon plus routinière que de voilà, voir le cadre comme une structure qui ne pourrait pas bouger. Et que, par contre, en termes d'autorité, je pense que c'est important qu'il y ait des choses sur lesquelles on ne transige pas. Et si on reste à l'exemple des petits, voilà, par exemple, je sais pas, on mord pas, on pince pas, on n'insulte pas ses frères et sœurs. Enfin, et très peu, moi, je sais qu'avec mes enfants petits, j'avais que 5 règles, justement, de on tape pas, on pousse pas, on mord pas, et on n'arrache pas des mains. Enfin, et en fait, c'est assez efficace parce que ça permet d'avoir peu de choses à répéter. Parce que si le parent tombe aussi dans des grands discours et l'enfant il perd le fil, de toute façon, il ne sait plus. Donc, je pense que sur des petits, c'est très efficace. Sur des adolescents, je pense qu'effectivement, il faut savoir lâcher prise dans le sens qu'il faut savoir faire évoluer la règle, qu'évidemment,
Un ado, peut-être qu'au début, il va sortir avec ses copains que le samedi soir, et puis après, peut-être qu'il aura le droit aussi en semaine, et puis peut-être qu'il aura droit à 23h, et puis ensuite à 1h du matin. Enfin voilà, faut que l'adolescent il puisse savoir qu'il est amené à prendre son envol. Et donc, en fait, c'est pas vraiment qu'on lâche prise, c'est une façon de lui laisser son autonomie et de le laisser devenir qui il est, et d'en fait d'être là pour que le cadre le soutienne et qu'il s'envole. Ce qui n'est pas toujours facile en tant que parent, mais je pense que c'est sain, que c'est important. Et du coup, par contre, que l'adolescent puisse savoir qu'en gros, le parent va être là et qu'il peut se reposer, s'appuyer sur le parent et même s'opposer, du coup, pour lui affirmer sa propre personnalité, c'est structurant et c'est très positif. Fatigant, mais très positif. Merci beaucoup. Et Claire également, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les activités quelles activités on peut préconiser pour lâcher prise, etc. sur les enfants? Oui, bien sûr, toutes les activités motrices qui vont permettre, entre guillemets, de se défouler. Et les activités motrices, les parents peuvent les faire aussi ensemble avec les enfants. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut partir dans la bataille d'oreillers, de coussins. Voilà, quand les règles sont bien définies, quand on est vraiment dans une optique de jeu, avec en effet un cadre bien défini, avec les règles dont on a parlé avant. On ne fait pas mal à l'autre. Voilà, on est là pour un temps de plaisir ensemble et on va venir comme ça décharger une tension physique et à ce moment-là, automatiquement aussi une tension émotionnelle. Voilà, ça peut être un exemple. Merci. Et Aude également, est-ce que tu peux rajouter quelques petites choses en particulier sur la partie des ados, comment gérer cette phase qui est un petit peu compliquée pour les parents? Alors, je voulais déjà dire que trop de rigidité a l'effet inverse escompté, en fait. Et plus on va être rigide, moins l'adolescent sera partie prenante de ce qu'on a envie, de là où on a envie qu'il soit pour son bien-être. Donc, tout ce qui permet d'être dans le compromis, le dialogue, tout ce qui a déjà été dit sur savoir dire ses besoins, savoir écouter les besoins de l'autre, lui renvoyer ce qu'il nous dit en disant voilà, j'entends que tu es en colère ou autre chose. Ça me paraît la première chose importante. Et puis surtout se mettre toujours dans la perspective. C'est-à-dire que l'enfant est adolescent maintenant, il ne le sera pas toujours. Et ça peut aider à prendre un peu de recul. Parce que je trouve que dans ce qu'on appelle les crises d'adolescence, souvent, elles sont d'autant plus... on ne peut pas dire qu'elles sont plus fortes, mais c'est d'autant plus marquant pour des parents qui se sentent déstabilisés par la réaction de leur enfant et qui finalement se sentent remis en cause, eux, en tant que parents. C'est pour ça que c'est important d'avoir du recul et de placer les choses dans un contexte beaucoup plus large, de s'interroger sur cette crise forte qu'on vit là maintenant à 18h ce jeudi. Est-ce que dans une semaine, elle aura autant d'importance? Je trouve qu'il y a plein de petits tips à avoir type, pardon, c'est un terme nord-américain, mais plein de petits trucs à avoir dans l'esprit pour bloquer le trop, en fait, et pour ramener du présent et dédramatiser la situation. J'ai envie d'ajouter une autre chose, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte en tant que parent de la pression que les enfants se mettent aussi, que ce soit des enfants jeunes ou des adolescents, pour nous plaire à nous parents. Et donc, il y a un moment où la pression de tout le monde crée quelque chose d'explosif. Donc, voilà. Ayons aussi l'empathie, la conscience de la pression que les enfants se mettent. Ça nous aidera aussi à prendre du recul. Merci beaucoup, Aude. Justement, par rapport à tout ça, il y a un moment, la question suivante, c'est comment peut-on se faire écouter plutôt qu'obéir sans crier? Florence, qu'est-ce que comment tu peux nous répondre un peu à cette question? Alors en fait, l'obéissance, c'est un pouvoir.
que l'on voudrait avoir sur son enfant ou sur son adolescent. Cette situation-là est une situation parentale. Donc, voilà, je suis le parent de mon enfant, je me dois de l'éduquer. Si l'on quitte cette posture qui peut être un petit peu envahissante pour l'enfant, même si elle est nécessaire, bien sûr, quand on a posé un cadre, mais je crois qu'on l'a exposé tout à l'heure par rapport à quelques points, mais tout ne peut pas être de l'ordre de l'autorité. L'idée pour se faire écouter va être justement de comprendre l'autre. Comprendre ne veut pas dire accepter. C'est pas parce que l'autre, l'enfant ou l'adolescent n'a pas le même point de vue que nous qu'on doit se dire ah bah oui c'est vrai le pauvre ou la pauvre etc. Pas du tout. Il a juste pas le même point de vue que nous. À l'adolescence c'est excessivement important parce qu'il y a un défusionnement qui doit se faire et notre enfant n'est pas le prolongement de nous-mêmes. Et ça c'est vraiment très important. Donc déjà on a du mal à avoir un rapport à soi dans l'autorité. Je dois faire ci et donc parfois je n'y arrive pas. Donc c'est pas sur un enfant qu'on va faire la même chose. Donc l'idée, c'est effectivement de reprendre les notions qu'on a évoquées jusqu'à présent, que ce soit par rapport au temps, c'est-à-dire le temps n'est pas le même pour toi que pour moi, le lien que j'ai par rapport à cette action n'est pas la même pour toi que pour moi, et l'idée de comprendre et d'évoquer avec l'autre, de lui dire écoute, moi, tu vois, pour moi, il est urgent que tu révises ton bac ou que tu ranges ta chambre parce que vraiment ça devient problématique pour telle et telle raison, l'hygiène, ton futur, etc., etc. Donc nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous avons une réponse. Et toi, comment et renvoyer la question à l'enfant est une solution qui permet justement de co-gérer, de co-éduquer et non pas de crier et de dire mais comme on l'a dit également, je crois qu'il faut que ça se fasse dans un temps calme. Il n'est pas question au moment d'un conflit de dire alors au fait, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ben, on crie. On attend un moment calme pour le faire au cours d'une activité, au moment où on n'est pas en frontal avec l'enfant. Et où on va marcher, où on va faire une activité avec l'autre, etc. Tu sais, la dernière fois, je me suis énervée, etc., etc. Voilà, il y a quand même une gestion du temps, mais pas dans le sens on n'a pas la même notion du temps et on n'a pas la même notion, la même façon de voir. Et ça, je pense que c'est essentiel. Merci. Et après, alors du coup, par rapport à ça, donc là, on a voilà, ça répond à la question sur les enfants un peu plus grands parce que voilà, il y a possibilité d'interagir avec eux, etc. Mais par contre, Claire, voilà, ton regard par rapport à quand on va être sur des enfants un peu plus petits, comment on peut adresser la question? Oui, alors sur des enfants plus petits, alors tout ce que nous a expliqué Florence, je le retrouve aussi quand même sur voilà, sur le cadre qu'on peut apporter aussi quand même à des beaucoup plus jeunes, parce que ce que nous dit Florence, en fait, c'est d'être présent dans sa relation en fait à l'enfant. Donc c'est aussi cette notion d'exemplarité de j'arrête ce que je suis en train de faire et puis là je suis vraiment présent à toi. Entre guillemets, je m'assois à l'intérieur de moi-même pour être au mieux avec toi. J'arrête de faire plusieurs choses à la fois. Et le fait d'être présent comme ça entièrement à toi va forcément faciliter aussi l'écoute. Alors sur un plus petit, l'attitude physique est encore, j'ai envie de dire, plus importante parce que on est un peu impressionnant, même si je fais que 1m60 par rapport à un plus petit. Voilà, c'est toujours intéressant de se mettre à la hauteur, voilà, de l'enfant, lui parler avec le même niveau, au niveau des yeux, voilà. Lui transmettre aussi des consignes qui sont précises et réalisables. Encore une fois, prendre conscience de ce qu'il peut faire à son âge. Voilà. On va avoir beaucoup plus de chances, en effet, d'être écouté. Et puis, encore une fois, avec les plus petits, utiliser plutôt des mots que des longs discours qui vont être un peu compliqués, où on va perdre en fait l'enfant. Voilà. Alors justement, dans ces sujets qui amènent vite à des cris et des énervements, le rangement des chambres. Voilà, alors je leur ai tout appris, mais je dois constamment le faire, sinon c'est la cata. Comment aborder ce sujet-là, Ariane? Quelle serait ta réponse? Oui, alors je pense que ça, c'est un sujet qui peut être abordé dès tout petit. Surtout que les petits, en fait, sont dans l'imitation.
Et le rangement est un jeu au départ. Dans les crèches, le rangement fait partie de l'activité, c'est-à-dire que une fois qu'on a terminé quelque chose, on range les objets qu'on a utilisés. Et les enfants adorent ça. Et à la maison, ça peut être pareil. Ce qui est très important aussi, c'est la différence entre faire avec et faire à la place d'eux. Notamment avec les plus jeunes, on fait avec lui, on lui montre l'exemple, mais on en fait aussi un moment ludique, un moment de communication, un moment de partage. Si on fait à la place d'eux, en fait, on montre aucun exemple parce que l'enfant, lui, il est déjà passé à autre chose. Et finalement, ce que vous voulez lui montrer n'est pas du tout intériorisé et n'est pas quelque part acquis. Alors évidemment, quand l'enfant grandit, ça change. Ma vision concernant les adolescents, c'est qu'il y a un moment où quand même la chambre reste son espace personnel, que l'enfant se construit avec sa personnalité, avec ses repères à lui, et que oui, on a des règles, on a des souhaits, on a des envies, mais qu'il faut qu'il puisse justement gérer son espace, gérer ses affaires pour s'y sentir bien. Et que c'est peut-être pas comme ce que nous on voulait, mais là aussi il faut lâcher prise. Et avec un minimum de règles, notamment sur l'hygiène. Après il faut laisser son enfant grandir et accepter la personne qu'il va devenir avec ses propres règles, justement. Merci. Et Aude, du coup, par rapport à cette notion de ranger, qu'est-ce que ça veut dire ranger? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je rebondis d'abord sur ce qui vient d'être dit, parce que j'ai envie de dire qu'un adolescent qui ne range pas sa chambre n'est pas forcément un adulte qui ne rangera pas sa chambre. Donc en fait, c'est pas parce qu'à ce moment-là, il se passe ça qu'il deviendra un adulte désordonné. C'était une petite parenthèse. Alors ranger, moi je trouve que parfois c'est assez abstrait pour un enfant en fait. À partir du moment où tous les Legos sont dans sa chambre sur un coin, il va considérer que c'est rangé, même si nous on va dire il y en a plein par terre. Donc je crois que c'est important aussi d'être précis dans nos demandes pour nos enfants, c'est-à-dire leur donner plus le sens qu'ils peuvent en entendre. Donc pour des tout petits, je suis d'accord, il ne faut pas faire à la place mais avec, mais je pense qu'il faut surtout découper un peu les tâches. On va faire ci, puis on va faire ça, etc. Et là, l'enfant peut nous suivre. Les adolescents, honnêtement, j'ai pas la recette miracle. Parfois, juste fermer la porte de la chambre quand vraiment on n'en peut plus. Je crois que c'est déjà ça. Et après, j'avais comment envie de dire, parce que dans la question, il y a le mot cata. La notion de catastrophe, elle est quand même à définir, parce que c'est aussi parce qu'on a un enfant qu'on met des jeux partout dans l'appartement, et c'est aussi parce que l'enfant a envie d'être à proximité de ses parents avec ses jeux. Donc là aussi, c'est toujours un peu prendre du recul, mais c'est sympa aussi d'avoir son enfant qui joue à côté de nous, même si le jouet reste par terre après. Enfin, peut-être que c'est pas la vie de tout le monde, mais... Et du coup, justement, Caroline, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement à cette tempérance à avoir par rapport à la cata et les conséquences, etc. Je pense qu'effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit, hein, mais faut savoir prendre de la hauteur, parfois regarder aussi la situation sous un autre angle. Et c'est vrai que parfois, si on arrive dans la pièce et qu'en fait, il y a des Lego et des Playmobil partout et qu'on est un peu pris à la gorge, et en fait, si on prend quand même juste 15 secondes pour respirer et dire, ok, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là pendant une heure? Et en fait, non, mais en fait, je peux le voir comme, oh là là, ils ont mis le plus grand bazar qui est possible à faire. Mais je peux aussi me dire, oh là là, mais ça fait une heure qu'ils jouent en fait super. Et moi, avec mes 4, ils sont très proches, donc ils jouent beaucoup. Et voilà, il y a des moments où en fait, si on le regarde un peu différemment en disant, mais c'est assez génial en fait ce qu'ils ont fabriqué. Enfin, ils ont construit, je sais pas, par exemple, toute une scène de je ne sais quoi. Alors oui, c'est dans le salon, pas de chance. Mais enfin, c'est pas. Enfin, on peut voir aussi avec leurs yeux, leur perspective, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, qu'est-ce qu'ils ont créé. Enfin, il y a aussi beaucoup de beauté. En général, c'est rare que les enfants, juste pour le plaisir, pendant une heure, jettent tout par terre. Ça peut le faire dans un excès de colère, mais globalement, il y a quand même une intention derrière quand ils jouent. Donc déjà, quand on voit ça nous redonne de la paix, ça nous permet d'éviter justement cette cocotte minute là dont on parlait, de dire ok, en fait ils sont bien amusés, c'est super,
Et après, voilà, je rejoins complètement l'idée de dire, bah voilà, un tel, tu mets les Legos bleus dans la caisse, un tel, tu remets les livres en pile, un tel, parce qu'effectivement, l'action, du coup, se retrouve courte, précise, et c'est facile à exécuter, et ça peut être fait en quelques minutes. Et comme ça, du coup, on peut segmenter. Je compléterai aussi, d'ailleurs, peut-être juste ce point pour terminer, mais sur le fait de formuler, notamment avec des petits, des choses sans négation. Parce que si on dit, vraiment, n'ouvre pas le placard, c'est beaucoup plus difficile à comprendre pour un enfant. Il va entendre ouvre le placard. Il ne va pas entendre la négation parce qu'il est trop petit, que son cerveau n'est pas encore assez mature. Et du coup, si on lui dit dans l'autre sens, au lieu de dire bah, ne mets pas tous les Legos par terre, en lui disant peux-tu mettre les Legos dans la caisse, c'est beaucoup plus facile à comprendre pour un enfant. Ça paraît voilà, très simple, mais en tant que parent, comme on est parfois justement dans un peu, on se sent un peu agressé dans notre espace aussi, arriver à le formuler de façon positive change beaucoup et la relation et notre mental à nous. Et pour l'enfant, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile à exécuter. Tout à fait, ouais, c'est vraiment pas évident cette situation à gérer. Donc, on arrive à la fin. Une dernière question là, qui est quand même je voulais garder un peu de temps exprès pour cette question-là parce que je voudrais donner la parole à tout le monde à un sujet qui est assez compliqué, qui est le mensonge. Et c'est vrai que alors chez les petits, ça arrive souvent, mais c'est sur des choses un peu mineures. Après, chez les ados, c'est un petit peu plus compliqué des fois. Mais comment gérer le mensonge? Alors, c'est vrai qu'il y a souvent, on fait alors, c'est impact concret, il y a des écarts, etc. Comment aborder ce sujet-là du mensonge? Florence, je te propose de commencer sur cette thématique un petit peu complexe. Oui, alors le mensonge chez les petits, bon, c'est encore un autre problème parce que ça joint aussi l'imaginaire. Par contre, à l'adolescence, on a souvent l'impression qu'ils ont conscience des enjeux et que donc mentir est une chose, ils savent très bien que ça ne se fait pas. Donc, le mensonge, c'est très particulier parce que c'est en lien avec ce qu'on a vécu, ce que l'on a dans son imaginaire, mais surtout avec la confiance en soi et l'estime de soi. Si je mens, c'est bien peut-être pour une raison particulière. Si je mens, c'est peut-être aussi parce que j'ai peur de l'erreur. L'erreur est fondamentale aussi par rapport aux enfants. Donc, un enfant qui dit, par exemple, puisqu'on reprend l'idée de la chambre, eh bien, si j'ai rangé ma chambre et on rentre, c'est le foutoir, c'est pas un mensonge, hein, c'est une adaptation à la réalité, à l'envie de faire plaisir. Voilà. Il y a toujours une raison au mensonge au départ, à moins qu'on soit dans une pathologie, mais là, on ne parle pas de ça. On parle des jeunes. Je me souviens d'une histoire qui était intéressante au moment d'un groupe de parents que j'avais. Une maman me dit, moi je suis catastrophée, mon enfant est en 6e, il est rentré dans un magasin, il a volé quelque chose. Et donc, de ce fait, eh bien, la personne était complètement catastrophée et donc m'interpellait en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a menti, il a menti à la société finalement, il essaye de faire le monde à sa façon, etc. Et innocemment, je lui ai demandé son métier. Elle était dans la police. Et évidemment, ça fait écho aussi à soi, à sa propre enfance, à son propre parcours, à la façon dont on a envie de voir le monde, etc. Donc, c'est très, très complexe, cette histoire de mensonge. Il n'y a pas de réponse au groupe comme ça, dans l'ensemble. Il y a une réponse en fonction de l'individu, de sa confiance, de son estime de lui et de son parcours et du parcours parental. Merci beaucoup. Claire, je te passe la main. Oui, merci. Je partage complètement cette notion, en effet, d'individualité que nous partage là Florence. Une personne, un mensonge, on peut pas. En effet, c'est pas une thématique globale. Moi, ça m'interroge toujours. Voilà, quand les parents arrivent dans mon cabinet avec cette thématique-là, ça m'interroge en effet sur les peurs. C'est pourquoi j'ai besoin en fait de mentir. Pourquoi il faut que je me sorte d'une situation avec ce scénario-là. Donc l'idée, encore une fois, c'est de ne pas regarder, entre guillemets, le symptôme mensonge, mais de regarder en fait ce qui a pu se tramer en fait avant pour arriver
en fait à ce scénario qui est désagréable en fait pour tout le monde, autant pour celui qui a menti que celui qui reçoit le message. C'est pour moi une expression en fait de nos réflexes de peur. Là, si on revient vraiment sur la structure du cerveau, il est constitué dans sa base par le cerveau archaïque, donc qui contient tous nos réflexes de survie. Là, on parle carrément de la survie de notre espèce. Il n'y avait pas 36 000 solutions en fait depuis la nuit des temps. Devant le danger, je me fige, j'attaque ou je fuis. Voilà. On a un petit peu évolué. Nous ne sommes plus la gazelle devant le lion. Nous sommes en effet un enfant confronté à sa chambre pas rangée et avec le parent qui va arriver. Et l'enfant sait très bien que du coup, il ne va pas répondre aux souhaits du parent. Et donc là, la peur revient. C'est compliqué d'attaquer le parent parce que ça ne se fait pas. La fuite, ça ne va peut-être pas être non plus la fuite vraiment physique. L'enfant sait que de toute façon, à un moment ou à un autre, le parent va le récupérer. Voilà. Donc, l'enfant va fuir en fait par les mots en imaginant en effet un mensonge. Voilà, tout simplement. Merci. Aude, je te laisse prendre la suite. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, en fait, le mensonge, c'est plus, enfin, pour un enfant en tout cas, une réécriture de l'histoire pour garder le contrôle sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer. Donc, c'est plutôt un signe éventuellement d'angoisse ou bien de tomber dans l'imaginaire. Mais je trouve ça important aussi en tant que parent de ne pas se dire mon enfant ment parce que c'est une espèce de phrase qui referme tout. Mais se dire qu'il réécrit l'histoire et à ce moment-là, on arrive au pourquoi et comment l'aider. Et j'avais eu cette question aussi en consultation. Alors, c'était pas sur le mensonge, c'était sur le vol. Et une maman qui me dit mon enfant vole, c'était un enfant très jeune, et je lui ai dit non, je pense qu'il prend des objets qui lui appartiennent pas, mais sans intention de les prendre à l'autre. Ce qui est pas tout à... Enfin, je pense que la nuance est vraiment essentielle, quoi. Il le prend, ça lui appartient pas, mais à la limite, lui n'a pas tout à fait intégré que ça lui appartenait pas. C'est l'adulte qui met le jugement et qui met le mot de vol. Donc, il faut vraiment ouvrir ces mots à une autre lecture de la situation pour pouvoir travailler avec l'enfant là-dessus. Après, comment on peut travailler avec lui? On peut aussi lui demander qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu me dis que ta chambre est rangée alors que tu vois bien qu'elle ne l'est pas. Et là, on crée aussi du dialogue. Je pense que c'est aussi pareil avec les adolescents qui, quelquefois, derrière un ton de voix un peu péremptoire, une crise de colère, ils cachent quand même enfin, on le sait, ils cachent un mal-être, des questionnements d'identité. Donc, là aussi, les interroger sur qu'est-ce que ça te fait à toi de me dire ça alors que je pense que c'est pas vrai, ou même juste qu'est-ce que ça te fait à toi de me dire ça. On ouvre à nouveau le dialogue. Enfin, voilà, ça me paraît vraiment important en tant que parent d'être dans l'ouverture et pas dans la fermeture avec un jugement de valeur qui est vite perçu par l'enfant sur un jugement de sa propre valeur à lui. Donc là, on atteint vraiment la confiance en soi. Merci Aude. Caroline, je te laisse prendre la parole dessus. Je rejoins vraiment bien tout ce qui a été dit. Et là, effectivement, justement, sur le côté de pas enfermé, voilà, on a parlé de comprendre pourquoi il y a un mensonge ou voilà une réécriture de l'histoire. Et c'est vrai que sur pas enfermé, c'est vraiment important que l'enfant soit pas après avec l'étiquette de je suis un menteur parce que c'est terrible. En fait, il peut plus en sortir et peut-être que lui, voilà, ça lui est arrivé pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais de pas pouvoir après évoluer, ça serait assez terrible. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de montrer qu'il y a un vrai chemin de pardon qui peut se faire, que clairement la relation a été abîmée entre un parent et un enfant s'il y a eu mensonge. Voilà, montrer ou voilà, alors s'ils sont petits, peut-être montrer que ce qui a été dit n'était pas vrai, dans le sens voilà vérité, même s'il y a différents points de vue. Sur un adolescent ou sur des enfants qui commencent à grandir quand ils commencent à avoir cette notion de mensonge, montrer que voilà, ça abîme vraiment la relation dans les deux sens, parce que l'enfant se sent moins beau intérieurement, le parent se sent trahi, enfin,
c'est très douloureux des deux côtés. Et montrer qu'en fait, on peut aller au-delà de ça. On peut se pardonner, on peut réparer la relation, que bah, forcément, ça va peut-être demander un peu de temps et des preuves de cette confiance qu'on redonne progressivement, parfois, peut-être notamment sur les adolescents, où parfois, bah, voilà, faut un peu montrer patte blanche, mais qu'on peut, on peut vraiment retisser un lien et que c'est pas rompu pour toujours, que ce pardon, il est bien là, et que dans les deux sens, on peut retrouver la paix entre les deux. Ça permet vraiment de pacifier les relations et de pouvoir aller de l'avant. Peut-être un dernier petit point aussi sur le parent, bien sûr, qui est figure d'exemple aussi, et que les adolescents sont très forts pour mettre le doigt sur des fragilités qu'on peut avoir, nous, adultes. Et donc voilà, même dans des très petites choses, hein, mais je sais pas, un parent qui mentirait sur, je sais pas, l'âge des petits en visitant un musée ou sur sa vitesse au volant. Enfin, c'est des très petites choses, hein, mais n'empêche que les adolescents, ils vont aussi évaluer la valeur de l'honnêteté selon nous, comment on est vraiment honnête ou on évite vraiment de mentir. Donc ça, c'est important aussi. Mais je pense que le pardon est vraiment effectivement une des notions importantes à garder en tête sur ce sujet. Merci Caroline. Ariane, je vais te laisser conclure sur ce sujet-là. Merci. Même si je pense que la conclusion n'est pas forcément évidente sur ce type de sujet. Non, je voudrais juste aborder une notion qui n'a pas été donnée encore, c'est celle de culpabilité. Je pense que, en cas de mensonge, quelquefois on est pris au dépourvu, mais il faut surtout éviter de culpabiliser l'enfant et de tout de suite utiliser des grands mots comme par exemple je te ferai plus jamais confiance, voilà, tu m'as menti et tout est fini. Donc ça rejoint effectivement le pardon qui va arriver après, mais effectivement le mensonge est un message. Il y a toujours une raison pour laquelle l'enfant, et quel que soit son âge, parce que même les tout petits, ils vont mentir parce qu'ils ont peur, ils vont mentir parce qu'ils veulent attirer l'attention sur eux, surtout quand ils sont en groupe. Il y a toujours une explication. Et là, ce qui est important, c'est effectivement de créer le lien avec cet enfant et d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Ce qui n'explique pas de parler aussi des conséquences, hein. Des tout petits, de sensibiliser au fait qu'un mensonge peut avoir des conséquences qui, en plus, quelquefois sont graves. Donc, il ne faut pas le minimiser. Mais là encore, c'est vraiment la communication, l'écoute qui va permettre de faire comprendre à l'enfant que ce n'est pas une bonne solution et qu'il y a d'autres manières d'exprimer ce qu'il ressent que de mentir, en fait. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Il nous reste quelques petites minutes, donc j'avais envie de vous passer la parole, juste quelques petits mots à chacune pour conclure cette table ronde, avec, si vous avez un petit message un peu feel good sur le lâcher prise, et puis avant de se quitter, on va commencer par Aude, par exemple. Ok, moi ce sera assez simple, c'est ne pas être, plus compliqué à mettre en œuvre qu'à dire, mais ne pas être dans une posture d'exaspération, mais une posture de solution. Merci beaucoup. Florence? Oui, moi, c'est d'accepter le droit à l'erreur de nos enfants et de nous-mêmes aussi. Il n'y a pas qu'une seule direction. Il y en a plusieurs. Il faut ouvrir effectivement dans son esprit à des solutions qui ne nous appartiennent pas forcément. Merci beaucoup. Ariane? Oui, alors effectivement, le lâcher-prise, c'est une préoccupation de tous les instants. Certains jours, on réussira, certains jours, on ne réussira pas. Mais en tout cas, ça n'impactera pas normalement la relation que vous avez avec votre enfant. Donc, faites-vous confiance, faites-lui confiance et tout va bien se passer. Communiquez et vous allez créer des relations en or à long terme. Merci. Caroline? Oui, moi je dirais que justement devenir maman, c'est l'occasion justement de découvrir plein de trésors sur soi-même, et ces mises en difficulté qu'on croise sur notre chemin, c'est vraiment des occasions de grandir et des occasions de
découvrir des merveilles qu'on a en nous et des choses qu'on peut voilà, apporter à notre famille. Donc, je pense que c'est une chance et que, voilà, que les parents et les mamans, prenez bien soin de votre petite flamme intérieure parce que c'est auprès de vous que chacun dans la famille vient se réchauffer et qu'après, justement, vous et puis chaque membre de votre famille peut réchauffer et illuminer le monde. Donc, continuez. Merci. Et enfin, Claire. Eh ben, je rebondis voilà, sur le prendre soin de soi. Je pense que pour pouvoir lâcher prise, en effet, dans la relation avec ses enfants, eh bien, il faut d'abord prendre soin de soi, être le plus juste avec soi-même, essayer de connaître ses besoins, essayer de connaître les petits trucs et astuces qui nous font du bien. Des petits stop minutes en effet pour arrêter le temps, mieux respirer, des petites choses comme ça. Et quand on prend soin de soi, eh bien, on prend aussi soin des autres. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier toutes les 5 pour ce moment. On a appris beaucoup de choses et je pense que voilà, on a pas mal de techniques maintenant pour essayer de lâcher prise. Je remercie aussi Feel Good de m'avoir permis de présenter cette table ronde. Pour moi, c'était aussi le moyen de faire passer un petit message parce que voilà, je suis l'homme de la table ronde aujourd'hui, mais surtout de dire que les papas, on n'est pas forcément toujours malheureusement toujours très présent autour de ces problématiques-là, et je pense que c'est quelque chose qui est important et il faut qu'on s'en soucie parce qu'il y a aujourd'hui on est 2 à travailler dans les foyers et c'est important, et je trouve ça très voilà je trouve ça très important de partager ces moments en famille, de partager aussi à 2 avec la maman et le papa ces problématiques, parce que c'est ce qui permet de pouvoir faire avancer nos enfants et de les faire grandir correctement. Merci à tous de nous avoir suivis également, en espérant que cette semaine Feel Good vous convienne à tous et que vous passez de bons moments. Et on se retrouve lors de prochaines tables rondes et de prochains événements. Et à très bientôt. Merci. Merci.